Le cercle RH avec un entretien croisé aujourd'hui avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur la chaîne Bismart. Je vous confirme, oui. Et dans l'émission Smart Job, c'est un vrai plaisir. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion depuis juillet 2020. Et puis vous partagerez ce moment, ces 25 minutes avec Thibaut Guilluy, que vous connaissez bien évidemment, au commissaire à l'Emploi. Vous accompagnez ce dispositif Un jeune, une solution. Vous êtes sur ce plateau une fois par mois pour développer, nous parler des chiffres qui évoluent. On va en parler dans quelques instants. D'abord, un petit mot, Elisabeth Borne, avant d'évoquer Un jeune, une solution. C'est important, on est dans une crise Covid qui est très importante. Juste cette question, puisque sur ce plateau, on évoque quasiment chaque semaine le télétravail. Est-ce qu'il fallait l'imposer ou pas, ce télétravail? Puisque Jean Castex, hier, a dit, et vous l'avez confirmé, si les entreprises ne jouent pas le jeu, attention, on devra sévir. C'est ça la stratégie là, sur le télétravail? La stratégie, c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise. Vous savez, il y a 10 jours, moi j'ai appelé les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment, on peut avoir besoin de boucler un projet et on a besoin d'être là, pendant que dans une autre équipe, au contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la souplesse, du pragmatisme. Fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien si on peut le faire dans le dialogue social, dans chaque entreprise. Évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne porte pas ses effets... Les inspecteurs du travail sont mobilisés. À un moment, on devra effectivement passer à une obligation. C'est clairement pas ce que je souhaite. Parlons d'un jeune, une solution, parce que j'ai fait une parenthèse sur le télétravail, mais ça concerne beaucoup d'entreprises. Il y a eu un accord Michelin qui a été signé là, sur le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont même anticipé. Revenons à Un jeune, une solution, ce dispositif qui cartonne. Quel est votre bilan là? Quels sont les chiffres? Parce qu'ils évoluent, je dirais, de semaine en semaine, puisqu'à chaque fois que Thibaut Guilluy vient sur notre plateau, je donne un chiffre et c'est pas le bon. On est à combien là? On a eu plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan. Et c'était vraiment important pour nous. On peut rappeler, on a lancé ce plan juste après mon arrivée au ministère du Travail. Ce qu'on avait en tête, c'est ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009, où on avait eu une explosion du chômage, et spécifiquement du chômage des jeunes, qui avait augmenté de plus de 30%. Et évidemment, alors qu'on a demandé beaucoup de sacrifices déjà aux jeunes dans la crise, on avait à cœur qu'ils ne soient pas les victimes de la crise. Et donc, c'est pour ça qu'on a apporté toutes les réponses que Thibaut doit vous décrire chaque fois qu'il vient ici, sur aider les jeunes à trouver un emploi, un apprentissage, une formation, un accompagnement. Et de fait, comme vous dites, ça cartonne. Donc, plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan. Je me trompe si je dis qu'il y a 560 000 contrats qui ont été signés. Est-ce que c'est ce chiffre-là que vous avez? Alors, en apprentissage, oui. Et je pense que c'est important que chacun ait en tête qu'au début du quinquennat, on était à moins de 300 000 contrats d'apprentissage. On avait battu tous les records l'an dernier en étant à un peu plus de 525 000 contrats. Et c'est encore mieux. Aujourd'hui, la rentrée de l'apprentissage n'est pas terminée. On est déjà à plus de 560 000. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment une voie parfaite pour les jeunes pour se former en acquérant une expérience professionnelle, en découvrant le monde professionnel. Théorie et pratique, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon de préparer l'avenir en ayant demain des collaborateurs de demain avec les compétences exactement celles que vous recherchez. Donc on continue à soutenir l'apprentissage. On a prolongé les aides pour l'apprentissage jusqu'au mois de juin 2022. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, que ça nous permet aussi d'avoir un taux d'emploi des jeunes. Ça y participe, en tout cas, comme on n'a pas eu depuis 30 ans. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de sortir d'une crise sanitaire, de sortir d'une crise économique comme on n'a pas connu depuis 1929, avec le taux d'emploi au plus haut depuis 30 ans et un nombre de jeunes demandeurs d'emploi qui est revenu non pas seulement au niveau d'avant la crise sanitaire, mais avant la crise de 2008. En effet, bien en dessous. Juste un petit mot, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, je suis vos interventions, vous faites beaucoup de colloques, de réunions. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par la dynamique de cette plateforme, Un jeune, une solution ?
dépassé finalement par la réussite de cette plateforme? Voilà, surpris, peut-être pas forcément, parce qu'en fait, d'abord, ça se fait, je dirais, au fur et à mesure. Mais en fait, je pense que le pari aussi qu'on a voulu avec Un jeune, une solution, c'est de se dire qu'au-delà du plan gouvernemental et puis des moyens qu'on mettait, c'était comment faire le pari de la collaboration avec les entreprises et d'inviter les entreprises, les petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, à s'engager pour les jeunes. Et finalement, dans une dynamique gagnant-gagnant, parce que comme l'a dit la ministre, c'est à la fois une invitation des entreprises à investir dans l'avenir des jeunes et leur donner des opportunités pour pouvoir mieux se former et mieux intégrer le marché du travail. Et donc transformer l'alternance en CDI, souvent. Exactement, l'autonomie dans la vie pour les jeunes. Et c'est une voie d'excellence qu'on est en train d'écrire avec l'apprentissage. Mais c'est aussi préparer l'avenir pour les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont joué le jeu d'un jeune, une solution, sont très heureuses parce qu'elles peuvent compter aussi sur toute cette force de frappe pour pouvoir développer leur projet. Précisons qu'il y a le soutien de l'État. Là, on n'a pas retiré la prise. C'est 5 000 euros pour un jeune majeur et 8 000 euros pour un jeune majeur. Ça veut dire que l'État est là et accompagne les entreprises pour leur permettre d'accueillir ces jeunes. C'est l'occasion, je pense, pour beaucoup d'entreprises de découvrir la voie de l'apprentissage. Et ma conviction, c'est quand on l'a essayé, on y reste. Et voilà, je pense que c'est vraiment aussi l'occasion de se préparer les compétences de demain et d'avoir vraiment des jeunes qui connaissent le monde professionnel. Vous savez qu'on se singularise un peu en Europe par un taux d'emploi des jeunes qui est plus bas que d'autres pays. Je pense que c'est très important. Et qui s'est amélioré. Et donc ce taux d'emploi, il bat des records depuis 30 ans. On est revenu à un niveau plus élevé depuis 30 ans. Et donc je pense que c'est effectivement très important que les jeunes rentrent tôt dans la vie professionnelle, puissent acquérir les codes de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait aussi avec ce plan Un jeune, une solution. C'est une question importante, qui est une question qui est à cheval entre Un jeune, une solution. La réussite de cette plateforme, la joie qu'ont des jeunes à intégrer une entreprise, des chefs d'entreprise qui disent « mais moi j'ai un jeune que je vais pouvoir former à ma main et que je vais pouvoir intégrer ». Et quand on regarde les items de la campagne présidentielle, on découvre que ce thème-là, il a quasiment disparu depuis 3 mois. C'est-à-dire les questions de travail, les questions d'économie, c'est fini, on n'en parle plus. Et pourtant, c'est central. Enfin, j'imagine que vous devez fulminer, vous devez dire, mais attendez, on fait un boulot de dingue, mais c'est pas dans la campagne. Oui, écoutez, j'espère que ça va y revenir quand on aura fini de traiter tous ces sujets sur l'immigration et autres. Je pense que ça répond aussi à une préoccupation que les Français expriment très fortement, du pouvoir d'achat. Bien sûr. Pour avoir demain un pouvoir d'achat meilleur, je pense qu'effectivement, avoir un travail, c'est un bon chemin. C'est un bon chemin. Et il faut en parler. Et d'ailleurs, on en parle ici sur ce plateau. Le rapport aux chefs d'entreprise, parce que, pour le dire simplement, fut un temps, certains gouvernants considéraient les entreprises comme des suceurs de sang. Ils s'y intéressaient peu. Les entreprises, voilà. Aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'à la fois ceux qui gouvernent et les entreprises sont en train de muter. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Oui, mais c'est un peu d'ailleurs l'esprit de ce qui anime notre réseau, les entreprises s'engagent. C'est qu'en fait, ce qu'on considère, c'est qu'on peut aligner l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt général. Et l'intérêt général, typiquement dans Un jeune, une solution, c'était d'être au rendez-vous de la jeunesse et qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. Donc c'était une invitation forte aux entreprises de venir jouer le jeu. L'État de faire aussi sa part, alors avec les aides qu'a rappelé la ministre, mais aussi avec aussi cette préoccupation à chaque fois de la simplicité, du pragmatisme. C'est-à-dire comment on fait pour que ce soit simple d'accès, que l'engagement soit facile. Et sur la plateforme, s'engager pour une TPE, PME et trouver un candidat, ça devient simple. Et on essaie d'améliorer ça de façon permanente. Et à partir de ce moment-là, finalement, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour la société. Et ce qui est bon pour la société est bon pour l'entreprise. Il faut que chacun fasse un bout du chemin vers l'autre. Voilà, un bout du chemin pour que ça fonctionne. Vous êtes d'accord ? Je pense absolument, mais je pense qu'en plus, on a beaucoup de tensions de recrutement aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça amène beaucoup d'entreprises à accepter d'ouvrir la cible des personnes qu'elles envisagent de recruter. Et donc, du coup, c'est aussi pour nous une très belle opportunité pour amener dans l'emploi des jeunes auxquels on ne pense pas forcément
en première intention quand on cherche à recruter. Et je ce crois grâce au qu'il faut- numérique, il faut le préciser. Absolument. C'est intéressant de mettre en relation l'offre et la demande grâce à une plateforme qui permet la simplicité. Les chefs d'entreprise qui viennent chaque semaine, puisqu'on a chaque semaine des chefs d'entreprise qui utilisent la plateforme, qui parlent de cette souplesse, de cette simplicité d'utilisation. Un mot et même plusieurs sur la pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau, alors dans plein de domaines. Et vous les connaissez, l'aide à la personne, la tech, parfois même dans la restauration, dans l'industrie, qui nous disent on ne trouve pas de salariés. Certains viennent, mais au bout de 2 jours s'en vont. Certains ne viennent pas du tout. Et puis certains ne sont pas formés, ils ne trouvent pas la compétence. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est à un moment où toutes les entreprises recrutent. Vous savez, c'est vrai que le marché du travail s'est un peu gelé pendant la crise sanitaire. Et du coup, tout le monde recrute au même moment. Ça s'ajoute sans doute aussi avec le fait que la crise sanitaire a fait réfléchir un certain nombre de salariés qui ont pu passer à autre chose. Je pense que c'est le cas dans notamment la restauration, des gens qui se sont dit tout compte fait, c'est des contraintes dans ma vie personnelle de travailler le dimanche, de travailler le soir. Bon, du coup, il faut évidemment répondre aux besoins des entreprises. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai mobilisé Pôle emploi très tôt pour qu'il identifie des viviers de demandeurs d'emploi qui avaient travaillé dans ces secteurs qui cherchent à recruter. Mais vous avez dit, il y en a beaucoup. Ça peut être effectivement les hôtels, cafés, restaurants, ça peut être l'industrie, ça peut être le bâtiment. Il faut aussi former les demandeurs d'emploi. Et dans le quinquennat, on a engagé un effort sans précédent pour quasiment doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui étaient formés jusqu'à présent. Et je pense que c'est une politique qui est fondamentale. On ne peut pas à la fois on ne pourra répondre à ce paradoxe très français d'avoir à la fois un nombre de demandeurs d'emploi important et puis des tensions de recrutement qu'en formant les demandeurs d'emploi. Il y a ensuite certainement un sujet d'attractivité aussi. J'allais y venir. Auquel il faut que les et le niveau branches, de salaire, puisque ça, absolument. vous êtes penché sur le sujet, il y a quand même une réflexion à mener sur l'attractivité qui passe, on peut le dire, par les salaires. Je pense au café-restaurant. Une des fédérations a annoncé 9% d'augmentation. Et vous avez vous-même souhaité que les entreprises, alors c'est aux entreprises de décider, le ministre ne peut pas fixer le montant des augmentations, ça va sans dire, mais vous avez quand même été très incitatif sur le sujet. Vous savez, on a une quarantaine de branches professionnelles dans lesquelles les minima de branches, 1 niveau, 2 niveaux, 5, 8, sont inférieurs au SMIC. Alors évidemment, les salariés sont payés au SMIC, mais ça veut dire que quand ils réfléchissent à leur perspective en rentrant dans un secteur, pendant des années, ils n'ont aucune perspective d'avoir une augmentation de salaire. Ils vont franchir des échelons, si on peut dire, mais finalement, ils sont toujours au SMIC. Donc je pense que de redonner ce sens de la promotion sociale, de la promotion professionnelle, ça me paraît très important. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra attirer des talents. Donc indirectement, vous les appelez, pour ceux qui le peuvent, évidemment, c'est Oui. l'entreprise qui décide, mais de faire un effort, notamment pour ces bas salaires. Je pense au métier de l'aide à la personne dans les EHPAD, qui sont des métiers difficiles. Il faut les revaloriser, j'imagine, non? Enfin, j'ai pas de doute. Et du coup, vous savez qu'on a engagé aussi une action de revalorisation. Là, on est dans des professions réglementées sur lesquelles on a remis de l'argent pour pouvoir aussi payer les aides à la prise en charge de ces aides à domicile. Et évidemment, c'est des métiers qui sont à la fois des très beaux métiers, qui sont en même temps exigeants. Il faut qu'il y ait une reconnaissance salariale pour les personnes qui s'engagent dans ces métiers. Métier très utile, dont on a vraiment Des besoin. métiers indispensables dans lesquels on aura demain beaucoup de création d'emplois. Et donc, du coup, regarder les enjeux de rémunération, de conditions de travail, comment on peut aussi éviter la pénibilité dans ces métiers pour garder des salariés qui peuvent continuer à y travailler. Le plus longtemps possible. Importants. On parlera peut-être des seniors, puisqu'on parle des jeunes, mais il y a aussi les seniors, il ne faut pas les oublier. Thibaut Guilluy, j'allais dire, l'avenir d'un jeune, une solution. On a compris sur le plan, je dirais, législatif, juridique, c'est juin 2022, le dispositif se poursuit, mais c'est quoi là vos objectifs, Thibaut Guilluy? C'est de poursuivre, de convaincre, de bien faire comprendre aux entreprises l'intérêt de prendre des alternants? Les objectifs, ils s'inscrivent dans ce que vient de dire aussi la ministre, c'est qu'il faut aussi que les entreprises s'ouvrent, élargissent peut-être un petit peu le vivier des recrutements. Je pense que pendant longtemps, moi j'étais chef d'entreprise moi-même. Inclusion, diversité. On avait un petit peu le réflexe de se dire finalement il y a un marché du travail et je vais chercher sur le marché du travail la personne qui correspond à ma compétence, à mon niveau d'expérience et je le recrute. Ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Donc là, il y a tout un arsenal d'outils
aussi, en fait, il y a l'apprentissage, on l'a dit, mais il y a aussi les préparations opérationnelles à l'emploi, il y a tout l'effort sur la formation qui permet finalement de faire que l'entreprise aille chercher plus ample, plus large, finalement des personnes qui sont d'abord motivées, on parle beaucoup des savoir-être, des soft skills, comme disent les anglo-saxons. C'est vrai. Et Pas uniquement le diplôme, mais son envie de... Voilà, parce que de toute façon, on peut sens très bien que les métiers vont être amenés à bouger, y compris dans l'entreprise, donc vaut mieux plutôt recruter des personnes qui vont être motivées, qui vont être engagées, et les accompagner dans la formation. Donc il y a l'arsenal, mais il y a aussi la question de la posture et de la culture managériale inclusive. Et quand on parle d'inclusion, c'est ça. Je pense que l'inclusion, c'est une chance. Donc très concrètement, sur un jeune, une solution. La ministre l'a annoncé avec le Premier ministre, le contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup de jeunes qui sont sans formation, sans diplôme, sans emploi. Les NEET, ceux qui sont en dehors du système. Et bien parmi ces jeunes-là, nous on en rencontre tous les jours qui sont motivés, qu'on verrait très bien dans les entreprises. Simplement, évidemment, il faut le déclencheur. Et déclencheur, c'est quoi? C'est des immersions professionnelles, c'est des stages. C'est en gros que les entreprises ouvrent leurs portes pour donner la chance à ces jeunes de se rendre compte que ces métiers-là, cet environnement-là, c'est possible. Ça passe par la confiance, par l'accompagnement. Exactement. Et le mentorat, j'étais persuadé, le mentorat, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est aussi de dire à ces jeunes, voilà, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui a une expérience, qui a un métier, et il va te tendre la main, et c'est ça, hein, c'est très important. Vous voyez, dans tous les jeunes que moi j'ai l'occasion de rencontrer, comme dit Thibault, on a à peu près 500 000 jeunes qui, malgré la bonne conjoncture, malgré toutes ces tensions de recrutement, ne trouveront pas tout seuls un emploi. Et la clé, c'est quand même la confiance. On a beaucoup de ces jeunes qui ont pu effectivement être en échec dans le système scolaire ou à l'université, qui n'ont plus confiance en eux, à qui il faut permettre de découvrir des métiers qui les motivent. Et une fois qu'on a un métier qui vous fait rêver, je pense qu'on y arrive. Une bonne partie du chemin est fait. C'est vraiment tout le sens du contrat d'engagement jeune, c'est d'être capable de proposer un accompagnement très intensif aux jeunes pour leur redonner confiance, pour leur permettre de découvrir un métier, pour leur permettre de se former. Si ils ont besoin d'une mise à niveau sur des compétences de base, on est capable de leur proposer la remise à niveau sur ces compétences de base, éventuellement sur les codes, sur les savoir-être, mais d'être capable d'accompagner tous ces jeunes pour qu'ils puissent accéder à un emploi. Et c'est vraiment l'engagement qu'on veut dans ce contrat d'engagement jeune, de pouvoir amener dans l'emploi ces jeunes qui n'y arrivent pas tout seuls. Et je peux vous assurer que moi, je trouve que c'est assez frappant quand on rencontre des jeunes. Je voyais récemment un jeune qui était en décrochage, et c'est une voix aussi, qui a fait un service civique au Resto du Cœur. C'est une première porte. Ça a pu faire un déclic. Le jeune, il s'est remotivé. Maintenant, il est en apprentissage, je crois, chez Chanel. Ça montre que, vous voyez, ça tient à pas grand-chose. Et nous, on est là pour permettre aux jeunes, grâce aux immersions qu'ils peuvent faire en entreprise, grâce effectivement aux missions d'intérêt général qu'ils peuvent aussi avoir dans le cadre du service civique, de retrouver ce qui va les motiver, qui va leur redonner confiance en eux et de les amener ensuite par la formation dans ces emplois, le cas échéant par l'apprentissage. Un petit mot pratique, c'est contrat d'engagement jeune. Pour ceux qui nous regardent, il y a peut-être des parents, chefs d'entreprise. Comment on fait concrètement? Comment ça marche? Alors, ça sera proposé à partir du 1er mars prochain, à la fois par Pôle emploi, par les missions locales, et c'est donc pour tous les jeunes de moins de 26 ans qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas trouver tout seul un emploi. Il faut aller à sa mission locale. On aura aussi une appli qui permettra d'accéder facilement, de savoir où s'adresser. Des associations aussi qui accompagnent des jeunes plus en difficulté, qui pourront le proposer, parce qu'on veut aussi aller vers les jeunes qui ne viennent pas spontanément par dans tous les canaux locales. possibles. Par tous les canaux. Pour l'emploi, l'émission, ou l'application qui permettra aux jeunes de pouvoir prendre ce chemin de la reconquête vers l'emploi. Thibault Guilluy. Oui, exactement. Et c'est aussi une mise en activité. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, ce qu'ils nous demandent, c'est que pour pouvoir réussir, c'est pas juste un suivi avec un rendez-vous une fois de temps en temps avec un conseiller. C'est très important.
Mais c'est comment, en fait, on met sur étagère la possibilité de se former, la possibilité de faire des stages d'immersion professionnelle, la possibilité... Pas livré à lui-même, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et donc, il y a un engagement. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrat d'engagement. Mais c'est un engagement dans les deux sens. L'engagement du jeune de se mettre en activité, donc au moins 15 heures, 20 heures, 25 heures, de se consacrer à sa recherche d'emploi, à son épanouissement, à la préparation de son avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les 500 euros d'allocation qui sont une forme de bourse. Vous savez, quand on est étudiant, quand on étudie, qu'on prépare son avenir en étudiant, on touche une bourse. Là, c'est la même chose que la ministre a voulu pour les jeunes qui préparent leur avenir par ce mécanisme-là. Alors, on se souvient que c'est Jean Castex qui l'avait dévoilé. Certains ont dit, mais pourquoi si tard? Pourquoi attendre mars 2022? Pourquoi ne pas mettre directement là en place dès janvier? Alors, pour des raisons d'organisation On a besoin... proposer 15 à 20 heures d'activité par semaine, ça veut dire recruter, former des conseillers, ça veut dire développer les systèmes informatiques qui vont avec. Mais dès à présent, les jeunes peuvent aller dans les missions locales, ils sont accompagnés par la garantie jeune. Ce qu'on veut, c'est faire mieux que la garantie jeune, c'est-à-dire plus de mise en activité, plus de découverte de métiers, plus de formation. Et donc, ça suppose qu'on prépare bien les choses. D'où ce délai de mars. Oui, puis c'est l'esprit d'un jeune, une solution. Depuis le début, en fait, on n'est pas non plus dans le satisfecit permanent. On met en place des choses, il y a des choses qui fonctionnent, on continue et on approfondit, comme l'apprentissage ou le plan d'investissement dans les compétences. Mais après, on essaye de corriger, d'améliorer, de renforcer. Effectivement, on a quand même boosté la garantie jeune sur 2020-2021 comme jamais. Mais là, on a envie d'aller plus loin et de parachever finalement ce qui a été commencé. Et puis on tire parti aussi, vous savez, de toutes ces solutions qu'on a mis en place dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Finalement, ce n'est pas une solution de plus, le contrat d'engagement jeune, c'est vraiment l'accompagnement global qui intègre toutes les solutions qui ont fait leur preuve rangées dans ce contrat d'engagement jeune. On parle du jeune, mais juste côté entreprise, il y a 2 jours, on était avec l'ANIA de l'agroalimentaire, on visitait une entreprise, une belle petite PME qui existe depuis 1927, qui fait des biscuits, la biscuiterie Astruc. Typiquement, une petite centaine de salariés, c'est typiquement le type d'entreprise qui est déjà un jeune, une solution. Ils recrutent via les écoles de la deuxième chance et les EPID, ils font de l'apprentissage, ils font du mentorat et ils recrutent aussi des jeunes en situation de handicap. C'est une entreprise qui va bientôt fêter ses 100 ans, qui se développe à grande vitesse, qui a des besoins de main-d'œuvre. Et qui a des besoins de main-d'œuvre. Et en fait, elle est au rendez-vous de sa croissance parce qu'elle investit aussi dans cette inclusion et dans la jeune solution. Juste avant de nous quitter, on parle d'emploi dans cette émission et ressources humaines. L'emploi sur la réforme du chômage. Alors, le dernier volet est entré en application. Ça veut dire que des choses vont changer pour les demandeurs d'emploi. Et je vous ai lu, vous avez dit, il y aura plus de personnes Pôle emploi pour contrôler. Concrètement, ça va se passer comment? Parce que ça, vous l'avez annoncé, vous avez dit, dorénavant, avec cette réforme, on va contrôler les demandeurs d'emploi. Comment ça va marcher concrètement? Alors, je le disais, on investit comme on ne l'a jamais fait dans la formation et dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense qu'il est légitime de s'assurer que chacun prend les perches qu'on lui donne d'accompagnement, de formation. Et donc, effectivement, on a décidé de renforcer le contrôle de la recherche d'emploi. On va augmenter de 25% ce contrôle de la recherche d'emploi. Après, je ne suis pas en train de dire que les demandeurs d'emploi ne cherchent pas. On sait qu'on a à peu près 15% qui peuvent être sanctionnés suite à ces contrôles de recherche d'emploi. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on fait l'effort, on met les moyens. Il faut que chacun aussi prenne les perches qu'on lui tend. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi? C'est le plein emploi? Parce qu'on en parle beaucoup. Le Monde a titré il y a 15 jours cette question sur le plein emploi. C'était possible? Est-ce que ça vous semble possible dans le délai qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle? Peut-être pas dans les mois qui viennent, vous voyez, mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin? Je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait de ne pas avoir vaincu le chômage de masse alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi d'une façon qu'on n'imaginait pas. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois, d'avoir une des croissances les plus fortes de la zone euro. Du jamais vu. On veut continuer à avoir une croissance
riche en emploi, et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. 5% et demi de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final? C'est compliqué à évaluer en oui. France, mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là, et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir sur tout le Vendée, Mayenne, Côte d'Or, à Côte d'Or, et quelques autres. les Savoie, les 2 départements de Savoie. Ça, Et c'est votre objectif. je pense qu'effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça me semble fondamental. Thibaut Guilluy, vous n'allez pas dire le contraire, parce que c'est finalement un des éléments d'un jeune, une solution, c'est de contribuer justement à faire baisser un peu plus le chômage. Oui, et puis en plus de ça, c'est franchement probablement un objet de débat beaucoup plus intéressant pour les échéances à venir. Et il y a une crédibilité et il y a une dynamique qui a été engagée avec des vrais résultats obtenus. Maintenant, effectivement, pour arriver au plein emploi, il faut encore un petit peu de temps. Il faut encore les 3 mois qui restent me semblent un peu sur court. les projets. Donc on va continuer sur les 3 mois, mais effectivement, il va falloir un peu plus de distance. Je pense qu'on peut aussi avoir confiance en nous quand on voit la façon dont on a... Et la dynamique qui s'est enclenchée. Absolument. Exactement. Et la Dernier confiance, mot, elle est Thibaut aussi Guilluy. sur les entreprises. Enfin, les entreprises, quand on les invite à s'engager, on crée en fait un mouvement Elle joue le collectif et ça joue le jeu. Et donc c'est aussi cet état d'esprit-là qu'il faut conserver. Merci Thibaut Guilluy, haut commissaire à l'emploi. Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Insertion et de l'Emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission, évidemment, vous connaissez notre programme avec Fenêtre sur l'emploi.